écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes avec l'homme que l'on ne présente plus, Mustafa Al-Qadiri. Salut Mustafa. Bonjour. Et tu es convoqué aujourd'hui pour nous raconter l'histoire des Beni Hillel. Alors on dit Beni Hillel, Benu Hillel, ça dépend comment elle est salofa. Les Hilleliens parfois en français. Bref, les tribus bédouines de la péninsule arabique qui sont installées dans le nord de l'Afrique, vers chez nous, au milieu du XIIe siècle. Apparemment une épopée très impactante puisqu'ils sont arrivés nombreux. Ils ont modifié la démographie de chez nous, la culture éventuellement, et on a besoin d'éclaircissements sur ce point. Est-ce que tu as des choses à nous dire là-dessus ? D'abord, je suis convoqué, donc j'ai pas le choix. Ensuite, vous me poussez à réviser mes classiques. Je vous remercie beaucoup parce que, on a dit classiques, et puis parmi les meilleurs, on parle d'Ibn Khaldoun, qui est une référence assez très importante pour cette période du Moyen-Âge. En tout cas, jusqu'à la période mérinide, en tout cas, la période où il a vécu. Et du coup, c'est une manière aussi de rafraîchir mes informations, les détails. Il est trop chargé, Ibn Khaldoun. Alors, il n'a rien inventé, Ibn Khaldoun. Il utilise les manuscrits qui ont eu lieu auparavant, qui ont été écrits auparavant, donc il les compile. Et il essaie également de retenir la bonne information. Parce que comme aujourd'hui, je veux dire, c'est pas l'information qui manque, mais comment faire pour retenir la bonne information et essayer de suivre un petit peu... La valider, mettre du sens. Absolument. Et quand il a des doutes, il finit par Allahu A'lam, c'est-à-dire un terme générique peut-être pour nous aujourd'hui, mais qui est son pesant en or dans la bouche d'Ibn Khaldoun, parce que quand il est sûr, il affirme, il n'y a pas de problème. Donc tout ça pour dire, si je comprends bien, que la source principale de ce que tu vas nous raconter, l'homme qui s'est intéressé, qui a compilé les données sur ces Beni Hillel, puisqu'on a décidé de les appeler comme ça dans ce podcast, ça vient de Ibn Khaldoun. D'ailleurs, je précise à ceux qui n'ont pas l'image, c'est-à-dire tout le monde, sauf nous, que tu es plongé dans un livre particulièrement épais. Oui, j'ai un volume... volume 3. Dis-nous son titre. Il y a plusieurs éditions. Donc ça dépend, des fois ça peut être 6 volumes, 8, 7, etc. كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. D'accord. Le livre des leçons, ديوان المبتدأ والخبر. Alors là où ça commence, là où ça se termine. Dans les jours, les journées, en tout cas ça renvoie à l'histoire, la notion de temps, des Arabes, des non-Arabes, l'Ajam, et ce qu'on appelle barbare à l'époque, c'est-à-dire à l'époque c'était pas un terme péjoratif comme aujourd'hui dans la langue arabe. Barbare peut signifier également sauvage. À son époque le mot ne signifiait pas du tout cela. C'est-à-dire les grands royaumes qui ont eu lieu auparavant. Donc du coup il remonte jusqu'aux Grecs, jusqu'aux anciens Perses, les royaumes d'Israël, les anciens royaumes qui ont eu avant le temps islamique, Sayyidina Daoud, Sayyidina Suleiman. Il a essayé de compiler vraiment, de creuser une œuvre, et je crois qu'il très ambitieuse. Il a utilisé même, il ne cite pas beaucoup la bibliographie, du fois il rapporte Fulanadi, etc. Mais je crois qu'il a plongé aussi dans toute la mémoire hébraïque, en hébreu, etc. et chrétienne pour essayer de nous rapprocher de l'ensemble de l'histoire universelle, comme il l'avait dit. Alors ce livre était parmi les premiers que les orientalistes ont traduit en 1859, le baron de Slan à Alger, mais ils ne l'ont pas traduit en entier. Donc ils ont juste sélectionné quelques extraits, mais la grosse partie, si j'ose dire. Et puis depuis, on a une pensée orientaliste basée sur Ibn Khaldoun. Last but not least, notre fondateur de la sociologie, Max Weber, avait lu cette traduction et il a trouvé que c'est un historien quand même assez particulier. Il le considère même comme le fondateur de la sociologie. Parce que Ibn Khaldoun s'intéresse à Ilm al-Umran. Al-Umran, ce qu'on peut traduire par la civilisation, le bâti. Et donc, il s'est intéressé également au commerce, aux industries. Il a été fin observateur. C'est comme une sorte de premier sociologue ou premier anthropologue dans l'histoire qui a fait attention à la vie au quotidien, y compris dans son volet économique, volet culturel. Et il parle de la musique, du chant, de beaucoup de choses, ce qui fait sa singularité dans son temps. Et une énorme source qui lui a valu, cette œuvre, une place au Panthéon,
une statue en Tunisie et des pays qui se disputent, qui se bataillent son héritage, puisque... Et oui, bon, ça c'est... il a plusieurs identités, mais il n'y avait pas de... Il est né Kairouan, il est mort au Caire, il a vécu un petit peu chez les Mérinides, travaillé à Fès, il a étudié à Bjaya. Voilà, donc bref, c'est un penseur nord-africain, voilà comment on va le dire. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur ces Beni Hillel qui nous intéressent aujourd'hui? Alors, d'abord, il ne s'agit pas que de Beni Hillel uniquement. Il s'agit de Beni Hillel, Beni Sulaym, Beni Maqil. On a les traces des 3 groupes aujourd'hui au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même en Égypte. Et ils sont disséminés un peu partout parce qu'il les a suivis à la trace. Alors, ce qui est très important... On est en 1100 et quelques. Au XIIe siècle, avec l'émergence des Almohades, ils ont battu les Almoravides. Parce qu'il y avait les Almoravides avant, les Almohades ont battu les Almoravides, ils reprennent Marrakech et ils reprennent l'Empire. Jusque-là, ça va. Ensuite, il y a un petit îlot des Almoravides qui continue dans les îles Balayar, il s'appelait Bani Ghania. D'accord, îles Baléares, Ibiza et compagnie. Ibiza et compagnie, était sous domination almoravide. Et quand les Almohades sont arrivés, il y avait un dernier royaume almoravide. Ça a beaucoup changé depuis. Oui, mais la toponymie est toujours là. Hein. Oui, les noms des lieux, quelques détails, des trucs. Ils n'étaient pas aussi à Malte, non? Non, Malte, côté les Tunisiens. Alors là, c'est les Hafsides. Non, avant les Hafsides. Bien avant les Hafsides, ils étaient à Malte jusqu'en Sicile. Même le sud de l'Italie, jusqu'à l'arrivée des Normands. Après les Normands, on a eu... les Espagnols, je veux dire, c'est une longue histoire. Mais en tout cas, c'est les fractions d'Isnahaja, d'Imsmoda, etc. de Tunisie qui étaient concernées par Malte et par la Sicile. Les Normands, le roi Roger, etc. arrivent et puis ils chassent tout le monde et puis ils s'installent et puis petit à petit, le chevalier de Malte pendant la période de la piraterie, etc. Après les croisades, je veux dire, c'est une autre histoire. Donc oublions Malte. Donc on a des Almoravides à Ibiza. Oui, et puis qui sont battus par les Almohades qui débarquent vers Tunis. Donc ils s'échappent vers Bjaya exactement. Et il commence à guerroyer entre Bjaya et Tunis. Au début, Ibn Khaldoun parle des tribus des Sanhaja, comme on avait dit, les 3 grands groupes de ce qu'on appelle les Berbères, les Maziren, les Sanhaja, les Masmouda et les Znata. Donc du sud au nord. Du sud au nord, du Sahara jusqu'au nord. Là, les Almoravides, c'était les Sanhaja. Les Almohades, c'est les Masmouda. Donc les Masmouda commencent à faire la guerre aux Sanhaja. Les derniers Sanhaja qui sont les Bani Ghania, qui étaient au Balayar et puis qui ont été battus là-bas, qui débarquent à Bougie et commencent à faire leur guerre là-bas en essayant d'installer un royaume et bien sûr dans l'objectif de battre les Almohades de nouveau en venant par la terre, par l'est. En même temps, on a une deuxième dynastie locale qui s'appelle Bani Hammad. Également, on a encore la Qal'a ibn Hammad aujourd'hui qui se trouve toujours en Algérie, qui était également un petit royaume qui cherchait à faire, à s'imposer également. Sauf que là, nous sommes dans un contexte où il y a les Almohades qui émergent côté ouest, côté Maghreb, côté Maghreb al-Aqsa, comme on disait, entre le Maroc et l'Andalousie, et on a les Fatimides qui étaient déjà en Égypte. Et les Fatimides avaient les Bni Hillel, Bani Sulaym et les Banu Maqil, les avaient installés à l'est du Nil. Ils leur ont interdit de traverser le Nil. Ils viennent d'où, ces Bani Hillel et Banu Maqil? Pourquoi? Parce que les Bani Hillel, Bani Sulaym, Bani Maqil, ces groupes étaient des tribus bédouines de l'Beïda. Quand on dit les Bédouins, normalement, c'est les habitants de l'Beïda, une zone saharienne désertique exactement, qui se trouve aujourd'hui entre l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Syrie, la Jordanie. C'est le Beïda, c'est un terme géographique. Quand on généralise le mot Bedou, normalement le Bedou appartient à une région qui s'appelle le Beïda, les nomades de l'île arabique ou de presque île arabique. Et bien à l'époque, on avait les Abbasides à Bagdad, les Fatimides au Caire, mais qui dominaient jusqu'à la Syrie, et on avait un mouvement chiite qui s'appelait le Qaramita. Et donc, ils ont émergé, les Karmates, qui challengeaient un petit peu les Abbasides. Et du coup, ils ont réussi même à contrôler les lieux saints, la Mecque, Médine, ils ont détruit la Mecque, ils ont déplacé la Kaaba jusqu'à Bahreïn. Et c'est là que les Fatimides interviennent et mènent la guerre à ces Karmates jusqu'à faire revenir la pierre noire. La pierre noire, qui la pierre sacrée du Bahreïn, qui revient à Al-Madina. Et là, ils les font venir pour un petit peu les contrôler, ils les font venir en Égypte, ils les installent dans le Sahara oriental, comme on l'appelle l'Égypte, c'est-à-dire à l'Orient ou à l'est du Nil, parce qu'ils ont un Sahara occidental qui se trouve à l'ouest du Nil. Et là, quand ces Bani Ghania et Bani Hammad commencent à bouger, et comme ils étaient des sunnites, ils challengeaient les Fatimides qui sont chiites, ils ont pensé que peut-être le meilleur moyen est de lancer les Bani Hillel, Bani Sulaym, Bani Maqil sur ces petits royaumes qui commencent à émerger, qui risquaient de déranger les Fatimides qui se trouvaient en Égypte. Voilà le début, un petit peu de ce qu'on va appeler un petit peu
Taghriba. Comme dans la littérature orale de ces groupes, on dit Taghriba. Alors, soit ils vont vers le Gharb, vers l'ouest, soit ils vont devenir Ghuraba également. Il y a un jeu de mots. Des étrangers. Pour l'exil. C'est un exil vers l'ouest, quoi. C'est la conquête de l'ouest. Il y a déjà un premier exil de l'Arabie, en bougeant vers l'Égypte, c'est un premier exil. Et puis, bien sûr, ils ne tiennent pas bien parce qu'ils commencent à faire des histoires, des problèmes, à créer de l'instabilité, surtout dans le sud, Saïd, ce qu'on appelle aujourd'hui Saïd de Misr. Ils créent des problèmes, de l'instabilité, etc. Et donc, du coup, c'est là que les Fatimides, peut-être, ont bien calculé en disant une bonne manière de s'en débarrasser. Et c'est là qu'ils arrivent vers Barqa, l'est de la Libye aujourd'hui, et que commencent leurs histoires. Ils sont combien, ces gens-là? J'ai vu sur Internet qu'on parle de 200 000 personnes. Est-ce que c'est un chiffre possible? Aucune statistique valable, parce que même pour les statistiques de la période du Moyen-Âge, des fois j'ai du mal à y croire, parce que quand on calcule par des milliers de têtes qui tombent, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle était la démographie à l'époque? Donc, tout est approximatif. Mais en tout cas, ma connaissance en révisant Ibn Khaldoun, il ne balance pas de chiffres. D'accord, il ne balance pas de chiffres, mais c'est une masse d'individus suffisamment importante pour avoir un impact sur l'histoire. Si on en parle aujourd'hui, c'est qu'ils ont marqué leur temps. Oui, ils mènent la guerre partout où ils passent. Donc c'est des guerriers. C'est des guerriers. Pourquoi? C'est des nomades d'abord, qui sont avec des chameaux. Des chameaux, des dromadaires, qui sont dépossédés d'abord de leur territoire à l'origine. Quand ils arrivent en Égypte, ils essaient de s'adapter au nouvel contexte géographique, qui est restreint parce qu'il y a aussi des nomades en Égypte. Donc ils ne peuvent pas nomadiser comme ils le souhaitent, comme ils le faisaient auparavant dans le Beïda, c'est-à-dire tout le désert, de l'étendue désertique de l'Arabie qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, quand ils vont vers l'ouest, il faut chercher pied à terre, c'est-à-dire il faut trouver des ressources. Donc c'est normal. Ils commencent par la conquête, ils rentrent dans des guerres avec les petits royaumes qui sont là-bas. Et Ibn Khaldoun, d'ailleurs, il trouve qu'ils sont semblables aux Zénètes, les Znata, qui sont également des pasteurs, des nomades ou des semi-nomades. Les Znata, donc les Amazirs du Nord. Du Nord, et du coup, il y a une sorte d'alliance parce que les Znata, ils sont encore dans une situation entre les Snahaja et les Msmoda. Donc, comme une sorte d'alliance qui s'installe entre les deux groupes, et du coup, ils commencent leur raser, si j'ose dire, sur les villes, sur les gouverneurs locaux. Ils battent les uns et les autres, ils battent Bani Hamad, ils battent Bani Ghaniya. Et il commence à rentrer dans le domaine des Almohades et ça crée une instabilité du côté de Stif, aujourd'hui en Algérie, entre Stif, Qayrawan, Tripoli, même Tunis n'échappe pas à leur raid, jusqu'à Annaba, Bona, comme il l'appelle Ibn Khaldoun, Constantine d'Algérie, et c'est-à-dire toute la zone orientale aujourd'hui de l'Algérie. Ibn Khaldoun est dur avec eux, il les compare à des hordes de criquets. Des hordes de criquets, voilà, Jalad. Ah, Jalad. D'ailleurs, c'est une expression qui revient. Non, et bon, pourquoi? Parce que c'est des nomades. Lui, il est citadin, Ibn Khaldoun. Alors, s'il a un avis négatif sur les nomades, sur les gens de la campagne en général, sur les pasteurs, parce que c'est un citadin, un homme de science d'abord, qui a fait beaucoup d'études, un homme de pouvoir parce qu'il a travaillé dans le divan, dans le diwan des rois ou du sultan mérinide, et il apprécie beaucoup le commerce, il apprécie beaucoup l'industrie, il apprécie beaucoup les échanges économiques, il apprécie beaucoup la richesse, il apprécie beaucoup, même si il note que plus on s'urbanise, plus on devient un petit peu pas très solide. C'est comme ça qu'il explique aussi la fin des empires, parce que tous les empires, le ramollissement, absolument, voilà. C'est le terme exact, de ces gens-là, de la ville, qui sont dans l'opulence, et du coup, ils ne sont plus capables de se défendre et de défendre les États. Du coup, c'est la chute des empires pour qu'un autre empire commence. Alors, je disais, il est divisé en trois, il balance un chiffre à un moment. Par exemple, d'une fraction Ibn Hassan, il les limite à 200 personnes. Il dit le plus petit groupement c'est etc. Parce qu'on a les Bani Hilal, Bani Sulaym, Bani Maqil, c'est les trois groupements. Et puis, chaque groupement est partagé en plusieurs fractions tribales. Alors, on a Zorba, on a Jishem, on a le Riyah, on a le Khalt. C'est des termes qui existent encore aujourd'hui chez nous au Maroc. On a les Bani Hassan, qui se trouvent aujourd'hui au Sahara, même en Mauritanie, au Mali. Dans des fractions, sous-fractions, on peut trouver plein de termes comme les Brabiches, qui sont par exemple au Mali, à Ben Grir, peut-être ailleurs, en Algérie ou en Tunisie. Donc, ça nous donne les trois grands groupements, divisés en petits groupements, et qui sont, ce conglomérat de gens. Alors, il ne faut pas oublier que, quand j'ai évoqué tout à l'heure Taghriba existe encore comme chant, paraît-il, en Égypte. Je ne sais pas, ici au Maroc, je crois qu'on a perdu un tout petit peu, je crois qu'on n'a plus
pas grand-chose. Tagriba, c'est quoi? C'est l'épopée de ces gens-là? C'est l'épopée, c'est l'histoire d'Abou Zayd al-Hilali, sa sœur Zazia ou Jazia. Il y a toute une histoire, une légende plutôt, qui est autour de cette Tagriba, donc de ce voyage vers l'Ouest, la conquête de l'Ouest, où il y a une histoire d'amour, une histoire de prison, une histoire d'alliance, une histoire de mariage, et en même temps, une histoire de conquête. À chaque fois que tu nous racontes ce genre de choses, je pleure sur les films que nous loupons et les séries que nous manquons. Mais sérieusement, la matière est là quand même. Non, entre la légende et l'histoire, il n'y a pas de problème, on en fait des films. Bah, très peu chez nous. Hein. Oui, mais quand on en fait très 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 mal. Parce que d'abord... Quand je pensais aux films qu'on avait loupés, ils auraient été bons, hein, dans mon idée. Non, je ne veux pas parler de... Bon, je veux dire, aujourd'hui, on enregistre, juste hier, une chaîne a passé un film sur Moulay Idriss, c'est la catastrophe totale. Je veux dire, ces gens-là ne prennent pas en considération qu'ils sont dans un pays qui s'appelle le Maroc, comme s'ils n'étaient pas marocains, et ils mettent en avant plus la question des légendes que de l'histoire réelle. Et je veux dire, on parle en long et en large, il suffit de le lire, et si on veut passer un message aux Marocains, c'est une chose, si on veut faire dans l'absurde, c'est une autre chose, il n'y a pas de problème, on peut faire un film dans l'absurde. Mais comme on est un petit peu dans un rapport, ça c'est ambigu, complexe avec notre passé, et notre identité, c'est pas encore le moment. Quoique, on peut justement, mais bon, il faut... Ça vient. Les esprits s'ouvrent, On peut espérer. Revenons à donc l'arrivée des Beni Hillel donc vers l'ouest. Tu as parlé de Sétif. Je crois qu'il y a une bataille à Sétif, entre les Almohades et ces gens-là, c'est bien ça? Yaqub al-Mansour, je crois que c'est vers 1153, si je me souviens très bien. C'est-à-dire à partir du moment où on regroupement, au début, les Almohades étaient très contents parce que ça élimine deux concurrents, les Ibn Ahmad et les Banu Rania qui s'installent, ces royaumes Snahaja qui s'installent du côté de la Tunisie, de l'est de l'Algérie, même en tripolitaine. Ils se font balayer par les Beni Hillel? Oui. Ah oui, ils détruisent tout. Ils détruisent, mais juste pour réutiliser le bois pour faire de la cuisine. Ils ne s'installent pas, ils ne se sédentarisent pas, ils ne s'urbanisent pas, ils ne le souhaitent pas. C'est pas leur mode de vie. Ils se servent et ils avancent. Ils se servent et ils avancent. Jusque-là, on est dans la logique. Parce que nous sommes dans un système de nomades, et le nomade reste nomade. Jusque-là, c'est logique, il n'y a pas de problème. Donc, s'ils s'intéressent peu à toutes ces histoires d'industrie, de ville, d'urbanisation, de citadinité, etc., on est dans la logique et il n'y a rien de grave. Sauf qu'à un moment donné, les Almohades commencent à voir comment dirais-je, les troubles que ça allait leur imposer eux-mêmes. Et donc, du coup, Yaqub al-Mansour, on voit, je crois, son frère ou son fils, je ne me souviens plus, pour les battre dans cette fameuse bataille de Sétif en 1153. Et il essaie de ramener et de les diviser d'abord. Il ne les laisse pas ensemble. Il prend une bonne partie et il les amène au Maroc d'aujourd'hui. Et selon les documents, il les installe dans l'Habt, Azarar et Tamsna. Alors, Al-Habt, c'est la région de l'Arèche aujourd'hui. Qasr al-Kbir al-Arèche, ils y sont toujours. Par exemple, je sais qu'il y a un groupement tribal qui s'appelle Khult. Ils y sont toujours. Azarar, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui le Gharb. Qnitra, les plaines, etc. Et Tamsna, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui entre Salé et Asfi. Alors, attends, je veux comprendre. Il y a une bataille entre les Almohades et les Beni Hillel, Sulaym et Maqil, les trois groupes. Astif. Qui gagne? Yaqub al-Mansour. D'accord. Donc il les défait. Il les défait, il les châtie, il les punit et il les... On a des détails sur ces punitions, ces châtiments? Oui, Ibn Khaldoun s'arrête là-dessus. C'est-à-dire, bon, déjà le grand châtiment, c'est de les départager, de ne pas les laisser ensemble comme groupement parce que ça devient très puissant. Je dis, ils rentrent en alliance notamment avec les Znata. Donc les Znata, ils sont là, ils sont contents. Il y a un allié qui arrive du ciel et puis qui leur permet aussi également, parce que c'est des semi-nomades ou des nomades, donc ils ne sont ni Snahaja des Almoravides ni Masmouda des Almohades, ils sont contents. Mais la pire des punitions... Les Znata qui vont devenir plus tard les Mérinides. Les Mérinides, absolument. Mais le châtiment suprême, c'est de les, de les diviser, de les partager, de les dispatcher sur le territoire, de les désarmer et d'en faire une armée. C'est l'origine, paraît-il, de nos guiches, les tribus guiches. C'est à partir de ce moment-là que ces tribus d'origine hillélienne, grosso modo pour inclure les Sulaym et les Maqil, sont devenues les tribus guiches des différentes dynasties qui se sont succédées à travers l'histoire du Maroc. Alors, pourquoi ils ne les renvoient pas chez eux? Ou chez eux, je veux dire, ils viennent d'Égypte. Ils étaient déjà en Égypte, je ne sais pas, ils ont passé peut-être 50 ans plus ou moins en Égypte. Pourquoi les renvoyer? Surtout, il en avait besoin. Il avait besoin d'armées. Yaqub al-Mansour, il est en perpétuel déplacement en Andalousie. Il est en train de se battre avec les... Donc, il en fait une sorte d'armée? Oui.
Oui, ils les utilisent avec les Znata d'ailleurs. Ils les utilisent dans ces guerres contre les royaumes d'Aragon en Andalousie. Donc il se retrouve à guerroyer avec Yaqub Mansour Tout à fait. en Andalousie. En Andalousie, son fils qui a perdu la bataille de l'Uqab, la Snabas de Tolosa, c'est une défaite, la première défaite des Almohades et le début de la dégringolade des Almohades en Andalousie. Et bien, pour les punir un petit peu, il laisse les Bni Hilal en Andalousie et avec les Znata. Et ben, il commence à créer des troubles, il commence à devenir des coupeurs de route, à devenir une source d'instabilité en Andalousie. Et puis finalement, il les fait traverser, il les fait revenir dans les plaines du Gharb, de l'Habt et de Tamsna, parce qu'ils sont devenus un problème qui s'est imposé en Andalousie. Quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit qu'Yaqub Mansour avait regretté de les avoir fait venir finalement. D'après ce qu'on dit, oui, je ne sais pas, je ne suis pas allé jusqu'au bout pour voir est-ce que Ibn Khaldun le dit. Il paraît qu'il a regretté 3 choses dans sa vie. La construction de la ville de Rabat, c'est lui. Puis bon, pourquoi il a regretté ça? Je ne sais pas, parce que cette ville est restée vide jusqu'à l'arrivée des Morisques au XVIIe siècle. Ouais, elle était conçue énorme, mais il y avait beaucoup de place vide, d'accord. Ouais. Deuxième regret? Le fait de faire venir les Beni Hilal, Beni Sulaym, Maqil, et la troisième, j'ai oublié. Je ne sais plus dans quel contexte, je crois que c'est un rapport avec l'Andalousie, parce qu'elle a compris qu'il a commis des erreurs stratégiques qui auraient des conséquences sur l'avenir du pays. Alors, comment vous, les historiens, vous êtes capables de nous dire que Yaqub Mansour avait des regrets? Parce que moi, j'ai déjà du mal à imaginer des regrets sur des rois beaucoup plus récents. Alors c'est quelqu'un qui était en 1100. Non, quand c'est rapporté par des textes. Je veux dire, non, mais il écrivait ses pensées. Pas lui, mais il y a des historiens qui ont écrit après lui, il y a des gens qui ont rapporté, des gens qui ont assisté à sa mort qui ont rapporté, puis plus tard on peut avoir un historien qui rapporte cela. Mais je veux dire, je crois que je l'avais lu quelque part, mais je ne sais pas si Ibn Khaldun la rapporte ou pas. Puis ça peut avoir du sens. Pourquoi? Parce que c'est comme les histoires ils vont apparaître dans l'histoire du Maroc. Quand ils vont commencer, c'est comme les histoires de Abid el-Boukhal, ils vont commencer l'arbitrage des sultans, donc plus tard. Et oui, parce qu'on a les fractions. Par exemple, quand on arrive à l'époque de Mansour Saadi, l'Ishbanat, c'est une fraction de Maqil. D'accord. Et c'est eux qui vont jouer un rôle déterminant, par exemple, quand les enfants d'Al-Mansour commencent à se batailler entre eux, etc. L'Ishbanat joue un rôle très important. Je veux dire, c'est s'ils soutiennent X par rapport à Y, ils bousculent les équilibres de pouvoir. C'est les tribus guiches, c'est-à-dire c'est des gens militaires de carrière, si j'ose dire, avec des chefs qui étaient très impliqués dans le pouvoir et qui étaient des exécuteurs du pouvoir, mais dès qu'il y a une nonchalance, une crise, un problème de succession, une dispute entre 2 prétendants, je veux dire, c'est là qu'ils rentrent dans la mêlée et puis ils commencent à faire leur loi parce qu'ils ne pensent qu'en termes un petit peu de gains symboliques qu'ils pouvaient avoir, y compris le placement des enfants issus du mariage de leur propre fille avec les rois pour les mettre comme sultans par exemple, c'est classique. Mais en général, on a l'emplacement aujourd'hui de ces tribus d'origine hilalienne, Sulaym et Maqil, en général ils sont autour des villes impériales ou des grandes villes comme côté d'Oujda, côté de Fès, côté de Meknès, côté de Rabat, côté Marrakech, avec éventuellement le côté Taroudant. Donc, vous voyez, ce statut de guiche collé à la protection des villes, les centres urbains de pouvoir, les lieux où les sultans, à travers toutes les dynasties, se déplaçaient un petit peu pour assurer la sécurité du route ou éventuellement les mobiliser rapidement en cas de coup, comme pour ces histoires de guerre en Andalousie. Vous savez, les sultans, quand on suit la chronique, je dis mais comment avec les moyens de bord? Je dis bon, il était jusqu'à Valence et puis tac, il est à Ceuta, et puis de Ceuta, non, il est à Tunis, et Tunis, non, il était à Stif, et puis à Stif, non, il est à Fès. Je veux dire, en un laps de temps, peut-être, je ne sais pas combien ça durait, 1 année, peut-être 2 ans, mais cette mobilité spatiale des sultans avec leur armée dans les différentes possessions de l'Empire, au point de se dire, mais avec les moyens de l'époque, je veux dire, comment ils faisaient? De dromadaires pour la logistique en tout cas, et encore pas en hiver, parce que les dromadaires, ça glisse. Les chevaux, les animaux de bain, les armes, les provisions, je veux dire, c'est toute une logistique, mais apparemment, le système était rodé à ce genre de déplacement sans problème. On parle donc d'une arrivée de tribus nomades hilaliennes, donc d'origine de la péninsule arabique, d'une grande masse d'individus en tout cas, vu qu'ils sont suffisamment nombreux pour se placer autour des villes impériales. Donc c'est des gens qui parlent arabe, bien sûr.
Il parle ce qu'on appelle le bédouin en arabe, une version bédouine. Ibn Khaldun nous détaille un petit peu le Madaria, les différents types, le yamanite, les différents types de parler qui existaient en Arabie, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'arabe classique, mais en tout cas, c'est des variantes entre l'aramien, l'hébreu, l'arabe, c'est-à-dire une mixture. Je lisais un document ce matin d'un Libanais de confession chrétienne qui a bourlingué entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, quelqu'un qui précise dans sa notice qu'il parlait 22 accents de l'arabe, juste entre la Syrie, l'Irak, la Palestine et l'Égypte. Donc vous voyez, si on a 22 accents, ça veut dire quoi? 22 parlers, 22 dialectes, 22, etc. Nous sommes au début du XXe siècle. D'accord, donc revenons au XIe siècle. Est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de ces Hilaliens sont la plus grosse arrivée de population d'origine d'Arabie au Maroc, bien supérieure à ce qu'il y a eu pendant les Omeyyades? Certainement. Après les Omeyyades, bon, on avait dit que c'était un peu la boule de neige, c'est-à-dire des tribus qui sont, comment dire, en tout cas, on avait vu qu'avec la conquête, c'était une sorte de boule de neige qui venait vers l'Égypte. Les Égyptiens ont conquis la Cyrénique, les gens de la Cyrénique ont conquis la Tripolitaine, les gens de la Tripolitaine ont conquis ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, ainsi de suite jusqu'à chez nous. Et puis même ici au Maroc, on a conquis l'Andalousie, les Andalous qui ont conquis vers le nord et ainsi de suite. Après la défaite des Omeyyades, il paraît que la majorité des armées des populations originaires d'Arabie ou du Cham ont quitté la région. Il en restait quelques petits groupements apparemment insignifiants. Là, au XIIe siècle, effectivement, nous avons un gros phénomène démographique qui a eu lieu. Alors, sur quelle échelle on peut imaginer un petit peu le nombre de la population à l'époque? On n'a pas d'indicateur. Je veux dire, avec les épidémies, les famines, les sécheresses qui ont eu lieu entre cette période et la période contemporaine, on peut aussi calculer les pertes démographiques. Mais ce qui est très important aussi, c'est que toutes ces tribus au début d'origine étrangère se mixent d'abord avec les Znata et puis au fur et à mesure se mixent avec les différents groupements tribaux qui se trouvent dans l'ensemble du territoire, que ce soit en Tunisie, en Algérie, au Maroc, au Mali, etc., dans le grand désert, parce que Ibn Khaldun précise qu'une fraction, par exemple, ce qu'il appelle les Arabes de Sousse, c'est ce qu'on appelle, qui est une fraction des Bani Maqil, qui nous a donné les Ibn Hassan, dont une partie fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle les populations du Sahara et de la Mauritanie, y compris le nord du Mali. C'est-à-dire c'est une fraction de tribus qui s'est mixée avec ce qu'on appelle les Touaregs, et donc du coup ça nous a donné une population saharienne qui habite le Sahara du côté de l'Atlantique jusqu'au Mali, et Ibn Khaldun le signalait déjà. Alors ces groupements vont jouer des rôles très importants plus tard avec l'émergence des Alaouites, Moulay Ismaïl, et comment il va les utiliser pour casser la confédération tribale qui contrôlait un petit peu le Sahara à l'époque et le commerce transsaharien qu'on appelle la confédération de Tajakant, ceux qui ont bâti Tindouf. Mais revenons un petit peu à cette époque également, de l'époque almohade, je veux dire la fonction des tribus guiches, militaires essentiellement. Ensuite, avec l'arrivée des Mérinides, ça va être exactement la même chose, mais entre-temps, il y a une mixité qui s'est installée. Parce que vous savez, l'indicateur en anthropologie aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'assimilation des populations, c'est la relation de mariage. Et là, ça y va entre les différents groupements tribaux installés partout au Maroc, en Andalousie, au Maghreb, d'une manière générale, au Sahara, où les mariages vont faire leur travail et du coup, la mixité des différents groupements qui va avoir lieu. Aujourd'hui, si on peut chercher quelles traces restent encore, je veux dire, de ce que les Hilaliens, les Sulaym et les Maqil ont amené au Maroc, à part peut-être les différents accents qui distinguent les trois groupes d'ailleurs aujourd'hui dans les différentes régions du Maroc, peut distinguer la Darija de la région de Engad, par exemple, par rapport à Al-Khalt, par rapport à Al-Gharb, par rapport à Saïs, par rapport au Sahara, en différentes manières de parler, mais les accents sont là très déterminants pour donner à chacun une identité territoriale, parce que ces accents-là se sont greffés sur les accents des langues d'Isnahaja, d'Iznata et des Smouda, qui nous ont donné aujourd'hui ce qu'on a au Maroc. Mais sinon, en termes d'habitudes culinaires, d'habitudes culturelles, des choses qui distinguent aujourd'hui, comment distinguer un Hilalien d'un Masmoudi ou d'un Znati, il serait difficile, tout simplement parce que le phénomène de la culturation a fait son travail pendant plus de 8 siècles et ils ont complètement adopté les cultures, les mœurs, les habitudes culinaires, la manière de s'habiller, les cérémonies, les mariages, la circoncision, le deuil. C'est les indicateurs que les anthropologues utilisent en général pour distinguer un groupement d'un autre. Et c'est là que je veux ouvrir la parenthèse sur toute la recherche coloniale qui a joué sur les mots
pour parler de la conquête arabe et de la domination arabe en confondant deux périodes, la période omeyyade et la période de l'arrivée des Hilaliens comme des premiers groupements immigrés, entre guillemets. Et la recherche coloniale a créé une confusion en jouant sur les deux périodes d'abord et ensuite en mettant en exergue comme une sorte de domination arabe sur ce qu'ils appelaient les Berbères et du coup pour nous créer la dichotomie coloniale pour justifier juste une chose très 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 simple et très bête. C'est que si les Arabes sont conquérants, si les Ottomans les ont suivis comme conquérants, nous sommes aujourd'hui conquérants, donc nous sommes dans un pays éternellement conquis. Oui, enfin, vraiment jusqu'aux Romains, carrément. Oui, jusqu'aux Romains. En tout cas, notre conquête aujourd'hui n'a fait qu'enlever un autre conquérant. D'accord, et donc on n'a rien fait de mal. Je vais dire la même chose que toi avec d'autres mots, parce que moi je viens de plus loin encore que ça, en termes de connaissances. C'est pas tout le monde, en tout cas, je n'en fais pas partie, c'est pas évident pour tout le monde que les Almoravides sont des Snhaja, que les Almohades sont des Msmoda et que les Mérinides sont des Zneda. Voilà, c'est-à-dire que la façon dont on te le présente, tu as quand même l'impression que c'est des dynasties qui viennent de l'Est, oui. Alors que ce sont des dynasties locales. Et que dès le départ des Omeyyades, on a eu des pouvoirs locaux très, très tôt. Total. La dernière fois, en tout cas pour nous au Maroc, on a perdu la souveraineté, c'est avec l'arrivée du colonialisme au XXIe siècle. Entre les Omeyyades et le XXe siècle, je veux dire, quand même. La capitale du Maroc était au Maroc. Absolument. Merci Mostafa Kadeli. On a parlé de beaucoup de choses. Vous avez compris, on y voit un petit peu plus clair sur l'arrivée des Beni Hillel, qui ont été une composante importante de notre espace géographique, n'est-ce pas? Absolument, voilà. Historique. Et les tribus guiches, qui, si j'ai bien compris, étaient une sorte de garde rapprochée du sultan, c'est bien ça? À travers toutes les dynasties. Voilà, une sorte d'armée. Absolument. Une sorte d'armée à travers toutes les dynasties, qui ont été basées sur ces tribus Beni Hillel. Oui, des guerriers. Quand on dit le guiche, on dit le jiche. Le jiche. Ah oui, d'accord, je n'avais pas fait le lien. Switching phonétique. On m'avait dit ça il y a une heure, j'aurais plus vite compris. Merci les amis, à la prochaine pour un nouveau podcast Histoire. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.